Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres de ce mercredi. La détresse ne cesse de croître en Polynésie. C'est le constat de l'association SOS Suicide en cette journée mondiale de prévention. Vous entendrez ce soir une mère de famille, son combat contre ses idées suicidaires. Témoignage dans quelques instants. Plus grand, plus moderne, le port autonome passe à la vitesse supérieure. Extension de la zone de commerce international et construction d'un nouveau quai. Objectif de ces travaux d'envergure, répondre aux défis de demain et des défis pour le pays. Il y en a d'autres. On en parle avec le ministre de l'Équipement, Jordi Chan, et l'invité de ce journal. Les îles Salomon sont-elles devenues la vitrine de la stratégie expansionniste de la Chine dans le Pacifique? C'est en tout cas le constat à Honiara, où le pays investit beaucoup. Une présence qui inquiète certains leaders océaniens au Forum des îles du Pacifique. C'est le dossier de la rédaction. Et puis l'étau finnois DJ Kenside s'apprête à enflammer la scène ce vendredi pour la deuxième édition de la Toata Night. L'artiste calédonien très engagé envers la jeunesse est à nos côtés. Restez avec nous. À l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, un témoignage donc ce soir, un témoignage poignant, celui d'une mère de famille. Elle raconte son combat contre un mal-être profond, ses idées suicidaires et le chemin qui l'a mené à demander de l'aide. Son récit rappelle que derrière le silence, il y a souvent une détresse invisible. Voici son histoire. Elle a été recueillie par Esther Cuneo et Désiré Teivao. Moi, c'est en 2022, après plusieurs tentatives. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. Je n'ai jamais caché mes idées suicidaires, mais les personnes ne me croyaient. Moi, je parle de mal-être profond. La perte brutale de mon papa. Papa et maman, ils devaient se marier 1 heure avant, ils décèdent. Juste avant, une copine s'est suicidée. J'ai perdu une amie, mon neveu. Et je n'avais pas le courage d'aller jusqu'à m'attacher une corde au cou. Par contre, de vouloir sauter d'une falaise, voilà. En fait, j'ai l'impression que tu prépares. Tu cherches, en fait, où tu te sentiras pas le mieux, mais c'est plus facile parce que tu n'as pas envie d'avoir mal. La tête, elle travaille tellement que après, ça, pour moi, psychologiquement, tu as un épuisement total et oui, tu fais n'importe quoi. Moi, quand on me dit t'as pas pensé à tes enfants et tout, le pire, c'est que si. J'ai pensé à mes enfants et je les aime plus que tout. Mais tu les fais souffrir, en fait. Tu fais souffrir ceux qui sont autour de toi et qui ne comprennent pas et tu te dis stop. Je suis persuadée qu'il y a un pic. C'est comme un pic. Et arrivé à ce pic, tu vois plus rien. Tu n'entends plus rien. Il n'y a plus rien qui compte, il y a rien. Comment je m'en suis sortie? Suite à mon passage à l'acte, bien sûr, j'ai atterri aux urgences. Donc, tu te réveilles aux urgences et là, j'étais entourée de psychiatres, de psychologues, de ma famille. Et grâce à, je dis SOS Suicide parce que ils ont pris en charge la continuité au fait de mes consultations chez la psychologue. Si on te demande directement d'aller en psychiatrie, jamais. Mais là, tu n'as pas le choix. Là, tu es entouré, tu as les soignants, tu as tout le monde. Là, c'est l'hôpital. Et encore, même à l'hôpital, tu refuses. Mais tu pars de là, tu es entouré de 20 personnes, des gens qui t'écoutent sans jugement. La vie est précieuse, même si elle peut sembler cruelle. Voilà, et si vous avez besoin d'une aide ou d'une écoute attentive, n'hésitez pas à appeler SOS Suicide. Plusieurs numéros s'affichent sur votre écran, le 444 767, le 87 20 25 23 ou bien le 89 20 25 23.
164 milliards, c'est la somme engagée par le pays pour les grands travaux sur les 7 prochaines années. Certains chantiers ont déjà démarré, d'autres sont sur le point de débuter, comme celui du port autonome avec l'extension de la zone de commerce international ou encore la construction du quai numéro 6. Moderniser, regrouper et rationaliser l'espace sont les mots d'ordre de ce grand réaménagement. Avant d'en parler, de faire le point avec le ministre de l'équipement, voyez ces explications de Heimanou Manoutei et Jantino Roua. C'est le premier projet d'extension du terminal après plus de 60 ans d'activité. Et c'est toute la zone centrale des entrepôts de Motuuta qui sera démolie, y compris les locaux des douanes et des affaires maritimes, des bâtiments exclusivement reconstruits pour les aconniers. 99% des marchandises qui arrivent à Tahiti arrivent sur le terminal de commerce international qui aujourd'hui approche de la saturation avec tous les problèmes de travail, de sécurité. Optimiser des espaces fréquentés par plus de 3000 usagers et libérer certains bâtiments occupés par des sociétés dont les missions ne sont pas en lien avec le port autonome. Il y en a 4 actuellement, hein. Je ne vais pas les citer. On va leur demander de sortir du port parce que leur activité n'est pas directement liée à l'activité portuaire. C'est plutôt de l'activité commerciale, c'est du stock commercial. Donc on va leur demander de trouver des emplacements ailleurs, bon pas du jour au lendemain. Entre 2027 et 2031, 33 000 m² de bâtiments seront décontaminés. Les sites du centre de recyclage et de transfert de Fenouama, de la flottille administrative et de la direction de l'équipement resteront inchangés. On va récupérer 3 hectares sur la zone qu'on appelle la zone des entrepôts. Aujourd'hui, il y a les bureaux des aconniers, il y a la Pharmapro, il y a la biosécurité et puis il y a quelques commerçants qui ont des hangars de stockage. Un projet chiffré à 12 milliards de francs. Le chantier débutera dès l'année prochaine et se poursuivra jusqu'en 2033. Le nouveau terminal disposera d'une capacité d'accueil de 145 000 conteneurs par an. Jordi Chan, bonsoir. Rana Sophie. Vous êtes le ministre de l'Équipement. Merci d'être sur TNTV ce soir. Alors, le port autonome est un acteur primordial du développement économique de la Polynésie. C'était nécessaire, urgent de le moderniser, de l'agrandir. Oui, c'est nécessaire parce qu'on importe de plus en plus de marchandises et ces marchandises prennent la place sur le port. Donc, le projet qui a été présenté ce soir a pour objectif d'agrandir le port de commerce international pour pouvoir gagner de l'espace et réceptionner toutes ces marchandises. On prévoit également de construire un nouveau quai de cabotage qui permettra de répondre à la croissance du nombre de navires qui desservent les archipels, notamment les îles Soulevent, les Australes et les Marquises. Ce quai de cabotage va démarrer en termes de construction dès le début de l'année prochaine. Alors, parmi vos autres objectifs, celui de désengorger le centre-ville de Papeete, votre idée, décentraliser les services du pays avec la création d'une deuxième capitale administrative sur la presqu'île. Un concours d'architectes pour le premier bâtiment a été lancé le mois dernier. Le projet suit son cours. C'est ça. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, 50% de la population polynésienne, la moitié de la population de notre pays, est concentrée sur l'agglomération de Papeete. Donc ce que nous souhaitons, c'est décentraliser l'activité en dehors de cette agglomération et à commencer par l'activité administrative. Nous prévoyons de délocaliser près de 4 ministères, 9 services et environ 900 agents sur 3 communes distinctes, Travao, Papara et Marina, à horizon 2032 pour ce faire. Ça permettra quoi? Ça permettra de réduire la congestion, mais ça permettra également et surtout de développer l'économie locale puisque c'est toute un écosystème qui se développera autour de ces centres administratifs. Alors, est-ce que cela veut dire que les usagers de la zone urbaine devront se déplacer jusqu'à la presqu'île? Non, pas du tout, puisque nous comptons garder en tout état de cause un service aux usagers à Papeete. Alors, autre projet pour désengorger encore une fois le centre-ville, celui d'aménagement de zones de bus dédiées, alors que la circulation est déjà très dense en centre-ville et aux alentours. On a du mal à s'imaginer comment est-ce que ça va se traduire, ces zones de bus. En fait, les bus, c'est un mode de transport que nous souhaitons privilégier, car ça permet de mettre moins de voitures sur les routes. Et c'est également un mode de transport qui est plus économique et plus vertueux d'un point de vue environnemental. Comment on aménage ces zones de bus dans un centre-ville qui est déjà très engorgé par le trafic routier? Concrètement, il y a des axes sur lesquels il y a beaucoup de congestion et sur lesquels nous pouvons ajouter des voies réservées sans trop impacter la congestion. Si je prends par exemple la route, la RDO, tous les matins, il y a une file de véhicules qui s'étend de l'entrée de Papeete jusqu'à Punauia. Et on a étudié la faisabilité d'ajouter
une voie de bus dédiée pour justement éviter que les bus soient bloqués dans la congestion. Et c'est un projet que nous souhaitons porter dans notre mandature. Alors Jordi Chan qui dit grands travaux, dit approvisionnement en matériaux et main-d'œuvre qualifiée. C'est une difficulté supplémentaire pour les professionnels du BTP. Vous les avez rencontrés hier. Arriveront-ils à suivre ? L'objectif de la présentation qu'on a effectuée hier, c'était justement de leur donner des perspectives à long terme, à horizon 2032, c'est-à-dire pour les 7 prochaines années, pour qu'ils sachent exactement quelle sera la commande publique finalement pendant ces 7 prochaines années. En donnant cette perspective, on leur permet de se préparer au marché d'appel d'offres que l'on va lancer pour qu'ils puissent en interne se renforcer, former des hommes et des femmes qui mèneront ces travaux à terme. Et justement, ça permettra de réaliser tous ces travaux. Alors ce matin, une question a été posée sur le village tahitien, un projet qui date de plusieurs années. Est-il en suspens ? Va-t-il être abandonné ? Qu'est-ce que va faire votre gouvernement au sujet de ce projet faramineux ? Alors je laisserai le président s'exprimer à ce sujet, mais il a déjà évoqué à plusieurs reprises le village tahitien. C'est un projet qui lui pose question. Pourquoi ? Parce que c'est un projet que si on le menait à terme, eh bien, il générerait à peu près plus de 60 milliards de dépenses publiques. 60 milliards de dépenses publiques, c'est peu ou prou le budget supplémentaire que mon ministère va investir au cours des 7 prochaines années, en plus de ce qu'il a eu l'habitude d'investir au cours des années passées, pour mener à bien tous les projets qui ont été présentés, c'est-à-dire les infrastructures de transport pour bus notamment, la décentralisation de l'administration, la redynamisation du centre-ville ou encore les investissements du port autonome. Merci beaucoup Jordi Chan d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Malolo Sophie. C'est sans doute l'une des réalisations les plus concrètes du Forum des îles du Pacifique. Les représentants océaniens ont signé hier soir un traité pour officialiser le fonds de résilience de la région. Objectif, financer des actions pour mieux résister au changement climatique. Il a déjà réuni 161 millions de dollars des pays développés et vise 500 millions de dollars. Mais Moetai Brotherson n'a pas pu le signer faute d'accord dans les temps de la France. Écoutez-le au micro de Mike Leral et Tiarenoui Parouiri. C'est très simple, nous ne sommes pas des pays indépendants, nous sommes des collectivités françaises d'outre-mer et donc pour tout ce qui est signature d'actes qui relèvent des affaires étrangères, il faut le blanc-seing de Paris et il faut donc une délégation de signature qui nous vienne du ministère des Affaires étrangères que nous n'avons pas eu parce que visiblement nous avons appris au dernier moment qu'il fallait une traduction officielle en français des actes liés à ce PRF. Moi, je pense que c'est dommage, c'est une occasion ratée, mais c'est partie remise. Le Forum du Pacifique qui réunit les 18 leaders océaniens est l'un des forums les plus fermés. La presse n'y est bienvenue que par intermittence et surtout les grandes puissances n'ont pas été conviées. Pourtant, dans les pays pauvres comme les Salomon, elles sont omniprésentes, surtout la Chine. C'est le dossier de nos envoyés spéciaux sur l'île de Guadalcanal, Tiarenoui Parouiri et Mike Leral. L'ambulance payée par la Chine trône fièrement à l'entrée du Forum des îles du Pacifique et aucun leader à son arrivée ne peut la manquer. Il y a bien quelques voitures financées par la Corée, mais toutes les ambulances sont chinoises. La Chine investit beaucoup et elle le montre. Cette aide est stratégique. Vous avez déjà des pays qui ont des ressources naturelles qui peuvent intéresser les Chinois. Ici, à Fidji, il y a des grandes surfaces avec des possibilités en agriculture, en agroforesterie qui sont réelles. Le bois ici a été exploité pendant des années de manière industrielle. Donc, il y a ensuite la pêche, les droits de pêche dans la région. Et puis il y a ce fameux vote à l'ONU. Les voix des petits pays insulaires s'ajoutent ainsi à celles de la Chine sur les grandes décisions prises à l'ONU. Selon Moetai Brotherson, au moins la moitié des 18 pays du Forum sont proches de la Chine, qui remporte son duel d'influence face à Taïwan. J'ai toujours cru en une association constructive. Vous savez, l'engagement. Un engagement constructif où nous avons la liberté de nous associer avec ceux que nous considérons comme des partenaires coopératifs pour notre propre développement et notre bien-être. Nous voulons la paix. En fait, nous accueillons quiconque vient et veut que nous travaillions ensemble. Il y a des avantages dans ce type de relation et on doit se baser sur ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ça, le facteur décisif. Au Salomon, la plupart des habitants vivent dans des logements de fortune. Les rares bâtiments en dur sont les banques, les supermarchés et la salle de conférence du Forum, bâtie par l'Indonésie,
au cœur d'un stade construit par la Chine, comme celui des Tonga un an plus tôt. À Honiara, ce stade moderne, bâti pour les derniers Jeux du Pacifique, n'est pas comparable à ceux prévus pour les prochains Jeux à Tahiti. En investissant dans le positif, la santé ou le sport, la Chine sait se faire apprécier. Il n'y a peut-être pas de mauvais liens, il ne faut juste pas les subir. Quand on a des liens avec des grands pays et tout, il faut que ce soit des liens équilibrés. Il ne faut pas que ça tourne, je vais utiliser un mot qui risque d'être grossier, mais il ne faut pas que nous, les dirigeants du Pacifique, on soit corrompus par ces grands pays qui viennent ici et puis qui font leur compétition ici sur notre territoire en utilisant des pratiques qui ne sont pas bonnes. Les Australiens, eux, fournissent souvent des moyens humains. Les Américains ont une ambassade, mais leur soutien est plus discret en Mélanésie. Ils aident les îles au positionnement stratégique, comme Palau, qui s'inquiète de l'expansionnisme de la Chine. L'influence de la Chine grandit aux Philippines. Elle prend le contrôle de récifs qui appartiennent aux Philippines selon la justice. Maintenant, la Chine est également présente à l'est des Philippines, là où nous sommes en train de sonder notre plateau continental étendu, et elle attribue des noms chinois à nos reliefs sous-marins qui ont déjà des noms pour les Palau. Donc je pense que tout ce que nous demandons, c'est que chacun reste à sa place. Une grande absente au forum, la France. La troisième voie souhaitée par le président Macron est invisible aux Salomon, comme dans la plupart des îles. La France verse des dotations importantes, mais essentiellement à ces trois collectivités. Difficile donc pour elle de peser sur les décisions du forum, d'autant plus que les leaders océaniens n'ont pas oublié les 193 essais nucléaires tirés dans le Pacifique. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le Forum des îles du Pacifique. La formation et l'activité professionnelle comme tremplin pour l'insertion sociale. C'est le pari lancé par le campus des métiers du Pacifique et le centre Tevayete. Deux nouvelles promotions de stagiaires ont fait leur rentrée ce lundi, composées de femmes sans abri et de personnes en situation de handicap. Objectif, permettre à ces publics de retrouver une autonomie. Laure Philibert sur des images de Samuel Ravatois-Smith. Il faut aller regarder dans le frigo. Et nous, on va faire des lasagnes au thon. Okay. Ils prennent leur marque dans les cuisines du restaurant éphémère pour un premier repas partagé. Les élèves des deux formations vont passer plusieurs mois derrière les fourneaux. 10 femmes composent la promotion Tevayete 2. Durant 10 mois, elles vont alterner remise à niveau, stage en entreprise et mise en situation au restaurant éphémère. Alors on est en train de faire une réduction avec ce qu'on a pu récupérer sur les fraises et framboises pour la table. Tous ceux qui ont une vie de misère et qui mènent l'indigence, je pense qu'ils peuvent réussir aussi. Il faut juste faire des sacrifices et avoir confiance en soi, voilà. En parallèle, la promotion Atamaoua accueille 8 talents extraordinaires en situation de handicap. La serviette, c'est ce qui va être en contact avec la bouche des clients. Donc la serviette, quand vous allez la prendre, vous la prenez, vous la manipulez que par les bords. Je suis très heureuse de faire partie de cette formation et d'être entourée par ces personnes qu'on ne voyons pas tous les jours. On n'a pas l'occasion de leur parler. Je suis très heureuse de pouvoir partager et d'être là pour eux, pour les propulser dans leur vie professionnelle et personnelle. L'objectif, c'est pas juste de se former pour se former, c'est bien sûr de s'insérer à la fois socialement et professionnellement, autrement dit, trouver sa place dans ce monde d'aujourd'hui qui nous entoure. La déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion encourage ce type d'initiative. Aujourd'hui, le handicap n'est plus à cacher. Au contraire, il est à revendiquer. Mais c'est à nous à venir et à dire nos capacités. Avec du goût sucré, de la crème, une pâte bien croustillante, des fraises, des framboises. Excellent. Le restaurant éphémère rouvre ses portes cette semaine. Mieux vaut réserver pour espérer y déjeuner. Cette année, les clients auront en prime l'occasion de déguster encore plus de fruits et légumes issus directement du potager du centre.
Il fera partie des DJ à se produire sur la scène de la Toata Night ce vendredi. DJ Kenside vous est peut-être inconnu et pourtant l'artiste est très populaire chez lui en Nouvelle-Calédonie. À seulement 29 ans, il a déjà son propre studio d'enregistrement et il écume les soirées calédoniennes mais aussi quelques scènes françaises. Son style enivrant, un mélange de zouk et de compas risque bien de vous faire danser toute la nuit. Arrivé lundi soir en Polynésie, DJ Kenside est notre deuxième invité ce soir. DJ Kenside Yaorana, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en Polynésie. La Polynésie que vous connaissez déjà puisque vous êtes déjà venu l'an passé, il me semble, au Fénois. Alors, comme je le disais, on vous connaît très bien en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, mais un peu moins chez nous. Qui est DJ Kenside? DJ Kenside, c'est un garçon qui a commencé à faire de la musique avec passion parce qu'il était, on va dire, abandonné, perdu, je dirais. Votre enfance a été difficile. Hein? Exactement. Donc à ce moment-là, il a cherché une bouée de sauvetage pour pouvoir s'en sortir. Et la musique a pu l'amener jusqu'ici. Et vous êtes autodidacte. Exactement. Donc aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes très populaire chez vous en Nouvelle-Calédonie, une histoire assez compliquée, une passion que vous avez. Votre musique, on l'a dit, c'est un style de zouk et de compas. C'est ce que vous réservez au public polynésien vendredi soir. Oui, il y a quand même une grande partie musicale qui sera dans cette culture qu'on a commencé à créer, nous en Calédonie, c'est-à-dire le zouk des îles. Et on prévoit aussi de faire un mélange aussi culturel. Parce que justement, il faut le dire, vous avez rencontré les DJ d'ici, vous les connaissez bien finalement. Ouais, je connais quand même une grande partie. C'est des collègues comme on dit ici. Et alors, vous avez travaillé ensemble pour produire donc des morceaux vendredi soir? J'ai préparé avec certains des garçons des exclusivités pour cette soirée. Alors qui est-ce que vous connaissez comme DJ connu ici et qu'est-ce que vous pensez du style polynésien? En DJ connu, TDW, j'ai commencé avec lui. Avant c'était un autre pseudo mais je vais éviter de le dire. Et sinon King Sky, Tommy Driker. On connaît très bien ici. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du style de nos DJ ici? On est aussi très adepte du Horidek, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Franchement, un mélange de Mumba et de dubstep, ça... et en même temps le côté culturel qui rentre dans cette vibe, ça change tout. Et ça apporte une nouvelle couleur et une grosse identité. Alors, je l'ai dit au début de cette interview, à seulement 29 ans, vous avez votre propre studio d'enregistrement en Nouvelle-Calédonie, un studio dans lequel vous avez mis votre passion, notamment au service des jeunes. Vous luttez contre la délinquance, c'est un message que vous voulez faire passer? Exactement. Alors, souvent, au pays, je recrute des jeunes, on va dire chanteurs, rappeurs, peu importe, qui, au lieu de partir dans les quartiers ou faire tout et n'importe quoi, je préfère les prendre sous mon aile, leur donner une nouvelle chance, parce qu'en soi, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand on écoute de la musique, ça nous permet de nous évader. Donc, si eux, ils n'ont pas la chance dans leur quartier, à ce moment-là, moi, je vais aller les chercher pour qu'on puisse les faire évader avec la musique. Une très belle lutte. Merci beaucoup, DJ Kenside, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Et je rappelle la date de la Toata Night. Ce sera donc ce vendredi sur l'esplanade du même nom. Les billets sont à partir de 2000 francs. Ils sont en vente sur le site de la Maison de la Culture, organisateur de cet événement. Merci encore à vous. Et cette bonne nouvelle, maintenant, pour les artisans installés au quai d'Uturoa, Rayatea. Après plusieurs années d'attente, le port autonome lance les travaux de rénovation des farets artisanaux situés dans les jardins de la gare maritime. Un chantier qui doit durer plusieurs mois, mais une solution provisoire a été trouvée afin de ne pas interrompre l'activité des exposants. Jessica Doucet.
Des murs dégradés, des toitures percées, des installations rafistolées avec des bâches, ces images ne seront bientôt qu'un souvenir. Le port autonome a lancé son marché pour remettre totalement en état les farés artisanaux d'Outourois. Toitures, murs, decks et dalles de béton, le chantier est lourd mais indispensable. Une annonce attendue depuis longtemps par les occupants du site. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle, on est contente. Beaucoup de soulagement pour nous, pour nos mamans. Parce que là, dans les toits, il y a tellement de trous que... Et maintenant, on est content, je suis satisfaite tout à fait des nouvelles qui arrivent, que ça va reconstruire. C'est des bonnes nouvelles. C'est une jolie forêt qu'on va faire, hein. On va tout retaper, voilà. On va tout refaire des choses que ça ne mouille plus avec la pluie, voilà. Les murs aussi? Les murs aussi, oui, tout. Tout, même en bas, on va faire cimenter. La durée des travaux est estimée à 12 mois. Pour ne pas mettre en péril l'activité des exposants, le port autonome a installé un chapiteau à proximité des farés, un espace temporaire qui permettra aux artisans de continuer à accueillir leurs clients. Voilà, ça permet d'aider un peu tous les mamans aussi qui sont en dessous. Au lieu de ne plus travailler pendant un an, ben, ils ont touché quelque chose. Et je remercie le port autonome et notre ministre. On est content d'avoir un chapiteau là, parce qu'avec le chapiteau, nous, on peut rester encore un an là-dedans avant de venir dans le phare. Les artisans pourront ainsi prendre place sous la structure provisoire une fois la validation de la commission de sécurité obtenue, de quoi patienter plus sereinement en attendant la livraison de leurs nouveaux farés artisanaux. Voilà pour ce journal du mercredi 10 septembre. Juste après, la météo vous est présentée par Farerao, suivi du magazine de 0 à 100 km/h. Enfin, retrouvez l'émission Le meilleur pâtissier. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 et je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.